Madame, Monsieur, soyez bienvenus dans notre nouvelle visioconférence organisée par CRI Voix des Victimes en partenariat avec l'Institut Kalima dirigé par notre référent scientifique, professeur Boumediene Bouyahia. Aujourd'hui, nous allons essayer de traiter avec vous l'évolution de la situation tunisienne après 12 ans de la révolution tunisienne. Des énormes choses qui sont en train de passer, la nouvelle constitution, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Nous avons besoin de comprendre ce dynamique, de comprendre aussi la différence qui règne sur la scène politique tunisienne. On aurait aujourd'hui la présence du professeur Habib Zoghli, Madame Hadem Mahjoub, journaliste, le doyen Habib Zoghli, universitaire tunisien bien connu de nomination nationale qu'internationale, la journaliste, notre amie Sarah Guerrera, et aussi le professeur Ferjani, Mohamed Chef Ferjani, professeur de l'Université de Lyon, et avec présence de notre référent scientifique, professeur Boumediene Bouyahia. Je vous cède la parole, si Boumediene Bouyahia, pour la modération. Et on applique la tariqa al-Ferjaniya qui donne beaucoup de la priorité aux femmes. Alors, tariqa al-Ferjaniya, c'est ça. J'ai oublié de signaler que Sarah Guerrera est journaliste et il fait partie aussi de la direction membre du comité éditorial d'Orient 21. L'Orient 21, المعرف لا يعرف نقولوا نحن. Voilà. Sinon, donner la priorité aux femmes, ça s'appelle du sexisme bienveillant. Hein. Je dis juste ça en passant. Je ne veux pas entrer dans des rouages de féminisme, sexisme, etc. Je vous cède la parole, Sidi Boumediene Bouyahia. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je reconnais beaucoup de visages. Madame Mahjoub, que je salue, cher journaliste et professeur de philosophie. Je reconnais aussi le professeur Habib Kastali. Je vous remercie infiniment, docteur Dari. Et je vois que nous avons avec nous le professeur Cherif Ferjani, Sarah Guerrera, qui est bien sûr dans la commission, enfin, la ligne éditoriale d'Orient 21. Voilà. Et puis à Paris, je crois que vous êtes bien passé à Paris. Voilà. Et Jean-Paul Brucker, qu'on salue. En attendant l'imminente personnalité Hassan Ben Salem de nous rejoindre, je donnerai alors docteur Dari, comme c'est l'usage qui est indiqué dans ce préambule, la parole d'abord à notre chère Adami Mahjoub et puis à Madame Sarah Guerrera pour aborder cette grande question, ces grandes interrogations suite à cette votation, je parle en termes suisses, enfin référendum en termes peut-être tunisiens, de la nouvelle constitution du 26 juillet dernier, des conséquences imminentes. Nous allons essayer de comprendre avec vous. Alors, Hademi Mahjoub, vous êtes à la fois témoin, journaliste, actrice du terrain aussi, et vous pensez aussi cette société de par les médias, de par plusieurs prismes d'ailleurs. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui a changé le 26 juillet? Juste peut-être une petite précision technique pour la distribution du temps. Vous aurez, alors je ne sais pas si vous allez y arriver, mais 10 minutes pour chaque intervenant pour pouvoir ouvrir le débat après et les interactions entre les experts, enfin, pouvoir aussi ouvrir le débat avec le public qui est présent en live avec nous. Hademi Mahjoub, qu'est-ce qui a changé depuis le 26 alors qu'on savait déjà que ce président, peut-être avec les milliards de bonne volonté subjectifs et subliminales de tout président dans le monde, est-ce que ces prérogatives nouvelles qui sont données de facto, ce président par cette nouvelle version de la Constitution conduirait le pays qui est déjà dans une
situation extrêmement fragile, fragile sur le plan social, fragile sur le plan économique, fragile parfois même sur le plan intellectuel, fragile sur le plan médiatique, pour ne citer que ces 4 axiomes. Qu'est-ce que vous en pensez et quelles sont les prévisions à tirer immédiatement, parce que le mystère s'installe, en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Bonjour tout le monde. Je remercie le professeur Dahri, le professeur Boumedienne, l'association Cri-Voix des victimes pour cette occasion de parler de mon pays et de parler, je dirais que je parlerai du futur proche. Du futur vraiment proche, de ce qui va se passer, à mon avis, pendant les mois à venir, les prochains mois à venir. Après avoir consulté M. Dahri, j'ai préparé mon intervention en arabe pour le public arabe qui s'intéresse. Et j'ai appelé ça Aya Mustaqbalan li Tunis. En fait, اليوم تقريبا مرة أسبوع على انتهاء مسار الاستفتاء. لن أخوض في الأرقام، كلكم سمعتم بالأرقام، والأرقام هي في حد ذاتها ثار حولها جدل كبير، ولا حتى في هيئة الانتخابات التي ارتكبت أخطاء فادحة وحصلت فيها خصومات اطلع عليها القاسي والدالي. يعني سأحاول أن أستشرف المستقبل القريب بقطع النظر عمن يؤيد العملية أو يعارضها إلى درجة التشكيك في شرعيتها. أي مستقبل لتونس بعد هذا الاستفتاء الذي اعتقد الرئيس قيس سعيد أنه سيكون حلاً لأزمة سياسية؟ وهل يمكن أن نتلافى كل الانقسامات والصراعات التي خلفتها عملية الاستفتاء؟ يبدو لي أنه من الضروري أن لا نتجاهل نتائج هذا الاستفتاء، ليس من حيث الأرقام وإنما من حيث المشهد الذي أفرزه. هو مشهد سياسي جديد قديم، وسأبين لماذا هو جديد وقديم في نفس الوقت. أولاً، عادت تونس بهذا الاستفتاء إلى النسب التسعينية. استفتاء من الأول 92%، 94%، ثم وصلت هيئة الانتخابات أن قالت 95%. في الحقيقة هي نسب تحيلنا على الجمهوريات الأقرب إلى الديكتاتورية، وتذكرنا بمكاتب الاقتراع الفارغة وبالصناديق الملآنة وبتكميم الأفواه. ولا أعتقد أن في هذا أي مبعث للفخر بالنسبة لمن يتبنى ويدافع عن فكرة الديمقراطية ودولة الحقوق والمؤسسات، ليس في ذلك أي مفخرة يعني. النقطة الثانية، كانت نسبة المشاركة مخيبة لآمال رئيس الجمهورية الذي يزعم أنه يمثل الشعب، ويبدو بكل وضوح أن هذه الشعبية بدأت تتآكل خلال السنوات الثلاث من حكمه، وخاصة منذ 25 جويلية 2021 باعتباره يحكم لوحده، يحكم بمراسيم كان يمكن أن يقدم مؤشرات تغير حياة التونسيين نحو الأفضل، ولم يقع ذلك. النقطة الثالثة هي نسبة العزوف، تؤكد أن نسبة كبيرة من الشعب فقدت الثقة في العملية السياسية وباتت لا تشغلها الاستحقاقات الانتخابية. الاستنتاج الرابع والأخير والذي أعتبره شخصياً خطير ولا ينذر بخير هو أن أغلب الذين صوتوا لصالح الدستور لم يطلعوا عليه ولم يقرأوا فصوله. كانت عملية التصويت على أساس عقابي، c'était un sanction de vote ضد حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي الذي يعتبرونه مسؤول عن العشر سنوات الماضية وعن تدهور أوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين. هنا نحن تقريباً لم نغادر مربع عقلية التصويت التي سادت في الدور الثاني من رئاسيات 2019 ضد المرشح نبيل القروي. يعني صوت التونسيون ليس حباً في قيس سعيد في 2019 وإنما لقطع الطريق على نبيل القروي
الذي ولأن الرئيس قيس سعيد لم يكن له برنامج، لم يكن له مشروع، وإنما وقع الترويج على أن نبيل القروي، المرشح نبيل القروي، أن ارتباطه بشركة صهيونية ووقعت شيطنته وارتباطه بالمافيوز إلى آخره. يعني كل هذه النقاط تجعلنا نستنتج أن هذا الاستفتاء لن يحل الأزمة السياسية بل سيزيد في تعميقها، لن يضع حدا للانهيار الاقتصادي والمالي الغير مسبوق، خاصة وأن رئيس الجمهورية صاحب هذا الدستور لا يملك أي برنامج اقتصادي واجتماعي أمام الانتظارات الكبرى والعاجلة للشعب التونسي. وقد رأينا خلال فترة حكمه أن كل ما يردده ويصدر عنه لا يعد أن يكون مجرد شعارات لا غير، شعارات رنانة في أقصى الحالات، وعود لا أثر لها في الواقع. لذلك يبدو أن الأشهر القادمة ستقضي على وهم كبير، يعني grande illusion اعتقده العديد من التونسيين، تمثل في أن مشاكل تونس ستحل بدستور قيس سعيد الذي صاغه بمفرده على مقاسه وفرضه بفعل الأمر الواقع، وهو مرتبط بشخصه لا بتصور واضح للمؤسسات ولا بعقد اجتماعي وسياسي جامع. الوضعية اليوم، ما هي الوضعية نجد أنفسنا فيها اليوم؟ نحن أمام ظاهرة الحاكم بأمره. جزء من التونسيين بالنسبة لهم قبل أن يتم إصدار مشروع الدستور سواء في صيغته الأولى في 30 جوان ولا في صيغته الثانية في ليلة العيد اختاروا النعم وغيرهم اختاروا لا قبل أن يقرأوا أو يطلعوا على فصل من فصوله، عملا بمقولتي هذا على الحساب قبل أن نقرأ الكتاب. يعني لم يصوتوا على الدستور وإنما بايعوا قيس سعيد، وهذا يعني أن العقل السياسي الذي تحكم في هذا التصويت قد أعاد إنتاج خطأ 2011. لماذا؟ لأن التونسيين عندما وقعت دعوتهم لانتخاب المجلس التأسيسي صوتوا على من يحكم، فاختاروا من اعتقدوا أنه يخاف الله، أي حركة النهضة الإسلامية. اليوم في 25 جويلية 2022 وبعد 11 سنة لم يتغير في هذا العقل السياسي شيئا. صوت التونسيون على شخص وليس على دستور، والحال أنه في 14 جانفي 2011 انتفض التونسيون على الرئيس بن علي رحمه الله الذي تمت صناعته باستفتاء 2002، لأن في 7 نوفمبر كان هنالك نوع من الإجماع من كل الطبقات السياسية تقريبا، يعني هذا الديكتاتور وقعت صناعته باستفتاء 2002. هنالك انتكاسة إذن وعودة إلى الوراء في تونس، ليس فقط إلى 2011 بل أقول كذلك إلى 2002. وهنالك معطى خطير وقع في 2011 ولكن نجونا منه عن طريق الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي عرفت بهيئة بن عاشور، والتي رغم كل الانتقادات التي وجهت لها إلا أن هذه الهيئة في رأيي قد أنقذت البلاد من إمكانية السقوط في ازدواجية الحكم، لأننا في تلك الفترة نتذكر أنه كان يمكن أن يكون مركز الحكم في القصبة ومركز حكم في سيدي بوزيد تحت شعار المجلس الوطني لحماية الثورة، ولكن هنالك تقريبا 30 شخص التحقوا بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، يعني وقع اندماج مجموعة تتمتع بالشرعية الثورية وساهمت في الإشراف على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، ولم تنتهي أعمالها إلا أيام قبل تنظيم انتخابات أكتوبر 2011 لتفسح المجال للمجلس الوطني التأسيسي ليصبح هو المشرع. هذه الهيئة في رأيي قد أنقذت البلاد من ازدواجية الحكم وازدواجية الشرعية. اليوم بعد استفتاء 25 جويلية 2022 يعود هذا الخطر الداهم، أو أقول خطر جاثم، لأن في تونس ولينا نحكي ياسر بالخطر الجاثم والخطر الداهم. نحن ذاهبون إلى إمكانية ازدواجية الشرعية، ازدواجية الحكم، ازدواجية الدستور. رجعنا إلى مشاكل
وأختار 2011. الذين صوتوا لنعم فوضوا أمرهم لرئيس أعطوه كل الصلاحيات، صوتوا لحاكم يحكم ويفرض سياسة الأمر الواقع مستغلا استقالة المواطن العادي وتشتت المعارضة. نحن منذ 25 جويلية 2021 نخضع لحكم الفرد الواحد لأهوائه، يحكم عن طريق المراسيم، يعني كل شيء في البلاد خاضع لصلاحياته مع تمديد غير معلل للفترة الاستثنائية. فرض استشارة إلكترونية جند لها كل أجهزة الدولة، كانت استشارة فاشلة لم يشارك فيها إلا 5% من التوانسة، 500,000 تونسي، قال أنها ناجحة واعتمدها وكتب دستورا بصفة فردية، ولا أريد أن أدخل في كل ما شابه هذا الدستور من لجنة استشارية ولم يعتمد الدستور الذي كتبه بالعيد، ثم كيف صاغ الدستور وفيه أخطاء ونشره في الرائد الرسمي ثم غيره، وبتغييره يعني المفروض أنه يغير الآجال ويدعو الناخبين إلى آجال أخرى. كل ذلك لم يفعله، إلى درجة أننا أصبحنا نتندر في تونس ونقول هنالك 3 دساتير، دستور بالعيد ودستور سعيد ودستور ليلة العيد. يعني أستاذ قانون دستوري لا يحترم أبسط القوانين الدستورية أو قل أبجديات المعطيات القانونية التي يعرفها طالب سنة أولى حقوق. يعني ماذا فعل قيس سعيد؟ تراكم الأخطاء، يعالج خطأ بخطأ، ومعالجة الخطأ بالخطأ هو مسار أقرب إلى التدمير المعمم منه إلى البناء، ضاربا عرض الحائط كل القوانين. لذلك فتونس اليوم هي في أزمة عميقة، لأن التصويت والانتخابات في تاريخ الشعوب عادة ما تحل الأزمات وتنقل البلاد إلى مرحلة جديدة سياسية، ولكن هذا التصويت لدستور قيس سعيد خلق أزمة حقيقية وانقسام سياسي ومجتمعي حاد لم تعرفه تونس من قبل، ورافقه عنف سياسي نراه في تصريحات أمثال الرئيس. مثلا على سبيل المثال التيار الشعبي الذي هو يساند الرئيس يقول فيه زهير حمدي إذا لم تصوتوا بنعم ستكون حرب أهلية، ستكون على شاهد نوع من التهديد والوعيد، سنكون مثل أشقائنا في العراق وليبيا وسوريا إلى آخره. هذا طبعا يعني لا ينذر بخير، ولكن الأكيد أننا دخلنا في مرحلة عسيرة لأننا في حالة دولة فاشلة، failed state، حالة من العطالة إنرسي وتدمير داخلي لكل المؤسسات. في 25 جويلية 2021 كنا في أزمة صحية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وما قام به قيس سعيد من انقلاب دستوري كما يحلو للبعض تسميته كان لابد منه، لأنه انقلاب تعديلي. وجدنا أنفسنا في أزمة سياسية بين صراع بين رأسي السلطة وعدم توازنها، وهذه الأزمة في التجارب المقارنة التي يمكن أن تجد لها حلا إلا في التجربة البريطانية من منظور الأنظمة النيابية، عندما يتدخل التاج لحل المشكل وخلق التوازن ثم ينسحب، وإن لم يفعل ذلك ربما يصل الأمر إلى تدخل القوات الصلبة ويكون انقلاب عسكري. هذه خطوة في الحقيقة، وأنا كنت حاضرة وأعتبر نفسي شاهدة على العصر بشكل ما، باركها التونسيون والتفوا حول الرئيس بما في ذلك جزء كبير من حركة النهضة الذين كانوا غاضبين على أداء الحركة وأعلنوا الخروج عنها في تلك الفترة. ولكن ما الذي وقع؟ والانقلاب الحقيقي هو منذ 22 سبتمبر 2021. دخلنا في مرحلة الانقلاب فعلا، وهو انقلاب على القيود الإجرائية التي أعلنها قيس سعيد نفسه. فرض علينا الأمر 117 وكان ذلك بداية الأزمة، لأن قيس سعيد لو التزم بما أعلم به التونسيين يوم 25 جويلية لما وصلنا إلى هذه الأزمة اليوم. يعني حتى الأحزاب والمنظمات التي كانت معه انفضت من حوله. التونسي كان ينتظر من مسار 25 جويلية حل أزمة، فإذا بالأزمة تتعمق. كان الأجدر بالرئيس أن يحل أزمة
الأزمة على معنى دستور 2014 أو بتعديل دستور 2014، ولكن ذهب إلى تغيير النظام برمته. ليس النظام السياسي فقط، وإنما النظام الاجتماعي والاقتصادي، إذ يجب التذكير أن الشركات الأهلية التي وضع قيس سعيد لبناتها في الدستور ستكون في انسجام تام مع البناء القاعدي الذي يعبر عليه المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهي الغرفة الثانية التي وضعها. يعني سيقع تفكيك البناء الاجتماعي بمعناه المنسجم الذي يعيش بمقتضاه التونسيون منذ دولة الاستقلال. يعني أن الرئيس قد قرر بصفة فردية أن يغير نظام المجتمع وأن يرجع بنا إلى تلك الانتماءات ما قبل الوطنية، ما قبل الدولة، لأن الزعيم لحبيب بورقيبة حاول القضاء على العروشية وعلى القبيلة عن طريق التنظيم الإداري، والتنظيم الإداري على هينته في تونس هو من أفضل التنظيمات الإدارية في البلدان العربية، ونجح الزعيم نوعا ما، لكن هذه الانتماءات لم تندثر تماما. والكلنا يتذكر ما وقع في 2011 في المذيلة، في رديف، من صراعات بين العروش على مكاسب الحوض المنجمي. وكل علماء الاجتماع تقريبا يتفقون اليوم على أن هذه النعرات القبلية ككل المجتمعات هي مكبوتات اجتماعية ثقافية بمعناها الأنثروبولوجي، ويمكن أن تعود في أي لحظة، هي تترصد الظهور خاصة عند ضعف الدولة. ما نخشاه اليوم على تونس، ما نخشاه في تونس peut-être une minute, cher Adami, peut-être une petite minute pour résumer un petit peu votre intervention, s'il vous plaît. Oui, vous allez résumer? Ah non, c'est enfin pour conclure. Est-ce que vous pouvez conclure parce que vous avez dépassé largement? Oui, je vais finir. ما نخشاه اليوم هو تدمير المجتمع بعد تدمير الدولة الوطنية، لأن هذه الدولة عندما تنهار يبقى المجتمع يبحث عن الهويات المتقاتلة، وهو ما يمكن أن نذهب إليه اليوم. هنالك صراعات اليوم، فإلغاء مبادئ العقد الاجتماعي ومبايعة الزعيم المطلق خطر على الدولة وعلى المجتمع، كأننا رجعنا إلى فتوى ابن تيمية 60 عام من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. إنه الخوف من الفراغ الذي حرك ربما جمهور النعم رغم أنه يعبر عن أغلبية الأقلية. وهذا الزعيم الذي أصبحت البلاد مرتهنة له، ليست له شرعية نضالية ولا كاريزما ولا منجزات، بل فرد يتقن فن التحريض، يحرض الناس بعضهم على بعض ويخاطب وجدانهم لا عقولهم. أعتقد أن تونس، وهذا أقوله بكل مرارة، يعني ستعيش مرحلة صعبة لأنها عادت إلى الوراء، إلى حكم يتنازل فيه جزء من الشعب ليس كله عن حرياتهم لصالح حاكم يعتبرونه طاهر سيخلصهم من مشاكلهم. ولكن في الواقع نحن في وضعية دولة ضعيفة متآكلة بكل المؤشرات، الاقتصاد منهار، ليس لها أمن غذائي، لها ديون كبيرة، عدم القدرة على الخلاص، ميزانية مفلسة، عزلة دبلوماسية، والدولة في حالة عطالة. الرؤية ليست واضحة حول مستقبل البلاد، ويواصل قيس سعيد الاستفادة من نقمة جزء كبير من التونسيين على الطبقة السياسية والنخب التي تصدرت المشهد وقادت البلاد بعد 2011، وعلى رأسهم حركة النهضة، ليحول هذا الغضب إلى وقود لمشروعه، بالضبط كما استثمرت حركة النهضة غضب الشعب على النظام بن علي. يعني هذه الأزمة الاقتصادية نعيش اليوم أزمة، يعني أزمة كبيرة سياسية، لا أحد يعرف وجهة قيس سعيد الأخيرة في الأثناء. يتأزم الوضع الاقتصادي مع موجة غلاء تضرب المجتمع بكل فئاته. هذه الأزمة الاقتصادية تضعف موقف البلاد في مفاوضاتها وكل مع الجهات المانحة والدائنة بشكل يهدد سيادتها. هناك الخوف الأخير، هنالك كذلك خوف كبير على وضع حقوق الإنسان في دستور قيس سعيد، رغم أن الرئيس يعني يردد دائما أنه لا خوف على الحريات، إلا أن ليس هنالك آليات، يعني آليات للمحافظة على هذه الحريات في هذا الدستور. هنالك كذلك معناها الحقوق والحريات
يقول دائما أنها لن تمس، لكن ليس هنالك أي نص يضمن هذه الحقوق عمليا ويحميها. لا كذلك القضاء، الصحافة، كذلك معناها ضرب للعديد من الهيئات. وأنهي هنا أقول حبيت أن نحكي على برشا أشياء، ولكن الدستور كلهم الدستور. نعم. الواضح أننا إذا أنهي فقط، الواضح أننا نتجه وفق هذا الدستور إلى تضييق لكل الحريات، وقبل الدستور كانت كل المراسيم تهدف إلى ضرب الحريات وإلغاء الهيئات التي تتمتع بسلطة تعديلية لتنضاف إلى صلاحية الرئيس، واليوم دستر كل هذه الصلاحيات في هذا الدستور. الأكيد أن هذا الدستور هو دستور يضرب الحريات، وستعرف تونس فترة صعبة من تاريخها. شكرا. Merci beaucoup. J'aimerais bien soyez le bienvenu aux diplomates qui sont avec nous, monsieur le rapporteur de la Commission internationale des droits de l'homme de Genève. J'aimerais bien souhaiter le bienvenu à notre cher ami Dr Montassar Zardoud, l'universitaire et le militant associatif dans le cadre de l'Alliance des citoyens pour non. Avant de céder la parole au professeur Ferjani. Professeur Ferjani, vous étiez toujours contre l'islamisation de l'État. Aujourd'hui, être contre et en opposition contre la concession et les démarches de Kais Saïd, est-ce que ça ne va pas servir des islamistes? Écoutez, moi je vais commencer par répondre à la question qui est posée, où va la Tunisie? Oui. Et j'ai envie de dire, la Tunisie, la réponse à cette question, c'est comme si on pose la question, où va le monde aujourd'hui? Partout dans le monde, nous avons la montée d'un populisme conservateur qui joue sur le ressentiment, sur les frustrations des populations, et un populisme conservateur jouant sur les réflexes identitaires xénophobes dans la société. Regardons aujourd'hui sur ce qui se passe, les réactions, toutes les réactions contre ceux qu'on accuse d'être les agents de l'étranger, tout simplement parce qu'ils sont avec Amnesty International, avec la Fédération internationale des droits humains, avec les organisations humanitaires internationales qui interviennent pour la défense du peuple tunisien, des droits, du droit humain de toutes les populations, comme ils sont intervenus pour les Yéménites, comme ils sont intervenus pour les Palestiniens, comme ils sont intervenus partout où les droits humains ont été violés. Je crois que c'est très important de situer ce qui se passe en Tunisie un peu par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ça d'une part. D'autre part, les interventions, notamment des États-Unis d'Amérique, mais aussi de la communauté européenne, risquent de produire les mêmes effets qu'elles ont produits partout en Irak et chaque fois en Afghanistan. Chaque fois qu'ils interviennent quelque part, c'est le contraire qu'ils alimentent. Ils parlent de démocratie et des droits humains et en fait, ils contribuent à renforcer ceux qui menacent la démocratie et les droits humains. Ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, c'est exactement le résultat de cette position qui a été de considérer que l'islam politique est la solution pour le monde arabe, pour le monde musulman, et comme on l'a fait un peu partout, et eux, ils interviennent dans ce sens et il y a une réaction contre cela. Donc, à mon avis, il est très important de dire qu'aujourd'hui, il y a un enjeu international de défendre la démocratie, mais une démocratie qui n'a rien à voir avec celle qui est prônée par les grandes puissances et celle qui a été pratiquée jusqu'ici. La démocratie a été pratiquée jusqu'ici au profit des uns, au détriment de la majorité de l'humanité. Le grand enjeu aujourd'hui, c'est promouvoir une démocratie qui ne soit pas exclusive, une démocratie qui ne soit pas sur le dos d'une partie de l'humanité, une partie dans laquelle tout le monde peut se reconnaître. Or, ce qui se passe jusqu'à maintenant, c'est le contraire. On fuit vers Kais Saïd en Tunisie
comme on fuit vers les juntes militaires dans l'Afrique subsaharienne, comme on fuit ailleurs vers Poutine, vers Modi, vers toutes ces expressions de ce que j'appelle la révolution conservatrice, de ce populisme conservateur, identitaire et exclusif. Partout, on a ça, comme on fuit vers eux, comme je reprends là l'image d'un ami qui a écrit un article la semaine dernière, Fathi Belhaj Yahya, on migre vers Kais Saïd comme on migre à Lampedusa. On ne sait pas ce que c'est que Lampedusa. On ne s'intéresse pas à Lampedusa. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à Lampedusa et on ne s'y intéresse pas. C'est fuir quelque chose. Et ceux qui ont voté pour Kais Saïd, comme ceux qui votent pour les juntes militaires, qui expriment leur soutien aux juntes militaires, comme ceux qui expriment leur soutien à Wagner, aux troupes de Wagner, les mercenaires de Wagner en Afrique subsaharienne, c'est tous la même chose. Ils veulent prendre leur revanche sur un système, sur des élites qui leur ont promis la démocratie et au lieu de la démocratie, ils leur ont vendu la misère, les frustrations. Et donc, si on ne tient pas compte de cela, eh bien, toute intervention aujourd'hui, elle ne pourra que renforcer ces courants qui jouent précisément sur le ressentiment. Je crois que c'est très important. Alors, il y a des différences. Modi, il a des moyens. Poutine, il a des moyens. Erdogan a des moyens. L'Algérie a des moyens que la Tunisie n'a pas. Nous, on rompt une tradition de la Tunisie, un système, avec un système tunisien qui, tant bien que mal, a réussi à intégrer à développer l'enseignement, la santé publique, des services sociaux qui aujourd'hui, c'est pas maintenant, c'est depuis plus de 20 ans qu'ils ont été attaqués. La révolution a eu lieu contre cela. Et Nahda a promis et les islamistes et leurs alliés ont promis de remédier à cela, mais ils l'ont aggravé. Et Kais Saïd surfe là-dessus. Et depuis un an, il dirige le pays par des décrets. Il n'a rien fait dans le sens de la prise en compte des aspirations pour lesquelles il y a eu une révolution contre Ben Ali et pour lesquelles Nahda a été rejeté il y a un an. Merci infiniment, professeur Falciani. Vous revenez sur... Permettez-moi, si vous me dites de souhaiter le bienvenue à Madame la représentante de la Commission africaine des droits de l'homme et aussi Monsieur le vice-président de Amnesty International, Monsieur Philippe Nassif. C'est à vous. Alors, si vous permettez, c'est la plupart, je vois la plupart de ceux qui nous suivent sont francophones. Oui. Je demande à ce que, premièrement, on respecte la limite de 2 minutes qui nous est accordée pour une première intervention et deux, qu'on tienne compte de nos auditeurs et de parler en français. Merci infiniment, professeur Falciani. Alors, vous revenez sur quelque chose de très important, alors peut-être repris sous d'autres mots avant que je donne la parole à notre chère amie Sarah Krigra. La question du populisme identitaire que vous évoquiez à l'instant, la question aussi d'un sacré vœu de promouvoir une démocratie inclusive au lieu d'une démocratie exclusive qui s'est manifestée par le biais de cette votation, en tout cas cette nouvelle version de la Constitution. Les questions demeurent de toute manière aujourd'hui. Le président, je ne sais pas si je pourrais le résumer ainsi, et vous en savez beaucoup plus que moi, tous, vous ici, a pratiquement tous les pouvoirs institutionnels, et alors que le peuple est mis à côté. Que faire dans cette situation, les forces publiques? Une opposition totalement dissipée, pratiquement anéantie, soulevée un petit peu par Hademi Merchoub dans sa première intervention, une opposition aussi éparpillée, bien sûr, ce phénomène de surfer sur des promesses jamais tenues. Et je précise, professeur Falciani, que ces promesses politiques et politiciennes n'ont pas été tenues
probablement aussi avant et ne sont pas tenus aussi après ce qu'on appelle les islamistes ou lors de leur passage au gouvernement. Alors, que faire dans ces situations? Quel est votre... J'entrevois, enfin, j'ouvre des brèches pour que vous puissiez réagir tout à l'heure dans le débat. Sarah Guerra, quel est votre rapport, vous, quel est votre regard par rapport à cette situation au vu de ce qui a été dit par les deux premiers intervenants? Une constitution contre les libertés, est-ce que réellement c'est une constitution qui va dans le sens où une privation des libertés serait de plus en plus prononcée en Tunisie, même si c'est le cas, je ne peux qu'approuver ce qu'a dit Hadami Mahjoub, un populisme mettre sur le même piédestal, si vous permettez, ou sur le même pied d'égalité, le populisme connu en Europe, en tout cas identitariste, assez violent, exclusiviste, laïciste, etc., avec une hégémonie politique, en tout cas une volonté politique de ce président au détriment des aspirations des citoyens, des Tunisiens, ou plutôt c'est tout simplement une cohérence par rapport aux injustices commises à travers une longue période et qui se retrouvent aussi ainsi répercutées dans d'autres pays. Au Maghreb, l'Algérie peut-être est passée par là, le Maroc probablement est passé par là, d'autres pays, la Libye qui est pas très loin non plus, qui est dans une situation extrêmement catastrophique par là, et quel est votre regard, Sarah Guerra, s'il vous plaît, en 10 minutes pour qu'on puisse, bien sûr, merci professeur Frajali, pour qu'on puisse donner beaucoup plus de temps au débat plus tard. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Il y a beaucoup de questions que vous soulevez et personnellement, je n'ai pas préparé d'intervention, donc je vais essayer d'aborder un peu, de répondre plus ou moins aux questions que vous soulevez. Vous soulevez d'abord la question de la privation des libertés, donc si la nouvelle constitution serait une constitution liberticide. Il y a deux choses, en fait. Si on parle en termes de concentration de pouvoir, etc., oui, certes, on a tous constaté de toute façon que c'est une constitution présidentialiste, hyper présidentialiste même. Je veux dire, il y a quand même une concentration des pouvoirs avec en plus l'article 110 qui fait que le président n'est jamais questionné, son pouvoir n'est jamais remis en question, c'est lui qui nomme le gouvernement. Donc voilà, il concentre quand même tout l'exécutif. En plus de nommer les juges, etc. Sur la question, si on entend la question des libertés individuelles, etc., en fait, comment dire, c'est plus flou dans la mesure où, en fait, il y a une marge qui est laissée par les articles de la Constitution qui permet, en fait, ensuite, c'est-à-dire que les articles de la Constitution ne sont pas clairement liberticides, mais donne une marge ensuite aux lois qui vont être votées, décrétées, etc., et qui, elles, en fait, peuvent effectivement être liberticides. C'est-à-dire, pour être, pour dire les choses plus clairement, vous allez avoir en général des articles qui vont vous dire que les libertés, quelles qu'ils soient, enfin les libertés individuelles, quelles qu'ils soient, sont garanties dans le cadre de ce que prévoit la loi, etc. Donc ça, en fait, on en est là. Ce qui plus généralement, peut-être sur la question la question qui a été soulevée de la démocratie, etc. Et donc, on en vient avec la question d'une constitution présidentialiste, la séparation des pouvoirs, etc. Je crois qu'il y a une question, un point quand même à soulever. On oppose en fait à raison la concentration des pouvoirs depuis septembre 2021 par Kais Saïed à une vie démocratique quand même qu'on avait eue avant cette date-là. Il faut quand même souligner, je crois en fait qu'il faut lire ce qui s'est passé dernièrement et le plébiscite en fait
relatif, mais plébiscite quand même, qu'a eu Kais Saïed de la part de la population, comme une réponse en fait à un ras-le-bol d'une démocratie libérale qui était purement formelle. C'est-à-dire que dans la forme, la Tunisie connaissait en fait un système démocratique, il y avait des élections, etc. Il y avait en fait une passation de pouvoir pacifique, etc. Mais l'impression qu'on avait était une sorte de gouvernance d'une oligarchie, une oligarchie parlementaire, due au fait qu'il y a la loi électorale en fait qui a suivi, enfin qui a été adoptée pour les élections à partir de 2011, a été faite de sorte à ce qu'on prévienne toute hégémonie de la part d'un seul parti politique. Et donc d'empêcher en fait l'émergence d'un parti qui serait extrêmement majoritaire en fait à l'Assemblée. Et du coup, c'était une loi qui poussait au consensus quelque part. Et donc, quelque part, qui tuait la politique dans le sens d'une opposition entre les forces. Et donc, cette manière de pousser vers le consensus, bah, c'était aussi une manière de pousser vers la marchandisation, ou en tout cas, pousser vers des alliances qui peuvent parfois être contre nature, ou en tout cas, qui faussent le jeu politique. Et je pense que le paroxysme de cela, ça a été ce qu'on a vécu en 2014, c'est-à-dire avec l'élection présidentielle et législative et présidentielle de 2014, avec Nida Tounes, donc le parti de Béji Caïd Essebsi d'un côté, dont le seul dénominateur commun, la seule raison d'exister était d'être anti-islamiste, et Nahda, le parti islamiste, devenu islamo-conservateur depuis, qui a fait toute sa campagne en disant non mais ce sont les anciens destouriens et si jamais ils reviennent au pouvoir, nous ce sera retour à la case-prison. Béji Caïd Essebsi est élu, aux législatives, Nida Tounes arrive en premier, Nahda arrive en deuxième. Résultat, eh bien, les deux partis gouvernent ensemble. Et dans ce cas, en fait, c'est quand même un exemple extraordinaire qui montre en fait qu'il n'y a plus qui montre à quel point la classe politique peut perdre en fait une grande partie de sa crédibilité et donner l'impression en fait justement de tractation dont le seul but, le seul objectif est de garder le pouvoir. Et malgré cela, puisque M. Chérif y parlait tout à l'heure de la vision qu'ont les puissances étrangères ou européennes, occidentales, etc., de la Tunisie. Malgré cela, la Tunisie demeurait cette espèce de bon élève démocratique des printemps arabes, le seul exemple survivant des printemps arabes, etc. Et donc, c'est un discours quand même, on peut dire ironiquement que sous Ben Ali, la Tunisie était un bon élève économique, alors que dans les faits, on ne l'était pas du tout. Et donc, quelque part, c'est cette ironie-là, ce sont les mêmes puissances qui, du temps de Ben Ali, disaient que la Tunisie était un très bon élève économique, nous ont dit pendant 10 ans que la Tunisie était un très bon élève démocratique. Elle l'était dans les formes, dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Notamment, en fait, dans le discours, dans un discours qui, va beaucoup focaliser sur les libertés individuelles et donc beaucoup pousser un discours de société civile, etc., au détriment des droits économiques et sociaux. Et d'ailleurs, j'en profite, parce que tout à l'heure, Madame Hademi Marjoub disait que Kais Saïed n'avait aucun programme économique. C'est vrai, mais on peut dire exactement la même chose de les 3/4, si ce n'est la totalité de la classe politique tunisienne jusque-là, tout parti confondu. C'est-à-dire qu'on peut dire pendant 10 ans, en fait, ou 11 ans, le discours économique dominant en Tunisie, tout parti confondu, était de dire, eh bien, il faut réunir les conditions pour que les investisseurs étrangers reviennent en Tunisie. Et en fait, c'était la seule condition pour garder les entreprises étrangères ici et qu'elles ne fuient pas vers le Maroc ou vers d'autres pays. Très bien, mais encore, en fait. Ce n'est pas une vision économique, on ne fait pas progresser l'économie d'un pays ainsi, et ça n'a rien d'une vision économique, en fait. Là, on est juste, dans le traficotage, en fait. Donc voilà, et juste pour revenir, puisque c'était quand même le point de départ par rapport au référendum, et ce sera mon dernier point par rapport aux chiffres du référendum,
je crois qu'il y a un paradoxe qu'il est intéressant de soulever. Avec l'élection de Kais Saied, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on en parle jeudi, il y aura un article sur Orient 21 justement qui va sortir et qui en parlera. Il y a un paradoxe quand même que soulève ce référendum, c'est que à la fois on a le chiffre d'abstention le plus important depuis 2011, on est quand même à 70% d'abstention, et en termes de nombre d'électeurs, c'est les 2,6 millions d'électeurs qui ont voté pour la constitution de Kais Saied, même si effectivement dans les faits c'était plus le plébiscite de la personne que vraiment le vote pour le texte. En fait, c'est le nombre, en termes de nombre d'électeurs, c'est le nombre le plus important qu'une force politique n'a jamais eu, à part Kais Saied lui-même lors du deuxième tour de l'élection présidentielle en 2019. C'est-à-dire que oui, on peut rester dans le discours de l'opposition qui ne cesse de dire « Ah, mais regardez, c'est quand même complètement illégitime, avec un tel taux d'abstention, le référendum devrait être nul et ça n'a aucune légitimité, etc. » Et oui, en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut dire que ce référendum n'a aucune légitimité, mais il y a quand même un fait qu'on doit prendre en considération, c'est il n'y a aucune force politique aujourd'hui capable d'avoir le même nombre de voix que vient d'obtenir Kais Saied. Et c'est là où, en fait, ça soulève un grand problème, notamment dans le discours de l'opposition aujourd'hui, notamment dans la conférence de presse qu'avait faite Ahmed Najib Chebi le 26 juillet. Le discours de dire, en fait, les 70%, c'est 70% d'opposants à Kais Saied, non, c'est pas vrai. Il y a des opposants à Kais Saied, oui. Il y a des gens qui sont complètement lassés de la politique, complètement désintéressés, mais pas forcément en fait opposés à lui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une sorte de consentement passif en fait par rapport à ce que fait Kais Saied. Et ça c'est très important parce que ça montre aussi que la classe politique, et c'est malheureusement un de nos malheurs, c'est qu'on a une classe politique qui est complètement incapable encore aujourd'hui de faire son autocritique. Et même en fait, si on prend l'exemple de Narda avec le split, une bonne partie quand même des dirigeants, même de dirigeants historiques de Narda qui ont démissionné entre fin août et début septembre 2021 après justement le coup de force de Kais Saied, même ceux-là qui sont sortis de Narda, ils vont critiquer de manière très virulente Lachel Ghanouchi, mais ils vont le critiquer à partir de 2014. Et même eux ne vont jamais remettre en question ce qu'ils ont fait entre 2011 et 2014. Et de même pour le reste de la classe politique qui va focaliser ses critiques aujourd'hui sur Kais Saied, sur son illégitimité, sur le retour de l'État policier, et tout ça est vrai, et tout ça est très inquiétant, et on a raison de le souligner, mais ce n'est pas cette classe politique-là qui est complètement, encore une fois, incapable de faire son autocritique, qui pourra demain conduire une quelconque opposition à Kais Saied. Et de toute façon, personnellement, je doute fort que le contre-pouvoir ou la force qui déstabilisera d'une manière ou d'une autre le pouvoir de Kais Saied demain, je doute fort qu'elle soit partisane ou politique. Je pense qu'elle viendra plutôt des mouvements sociaux. Merci infiniment, Sarah. Vous avez respecté les 10 minutes pratiquement à la seconde près. Cette légitimité que vous évoquiez à l'instant, enfin, qui est à la fois réelle et pseudo-réelle, qui tout dépend le prisme aussi et les points de vue, pousse quand même à une réflexion et une interrogation pérenne par rapport à la situation actuelle, d'où le sujet global de cette conférence, à savoir quel avenir, hein, quelles sont les prévisions, comment. Mais vous soulignez quand même pour vous que l'opposition ne pourrait pas tenir, en tout cas, de par ce qui se passe, en tout cas la réaction des premières oppositions dès lors les résultats sont tombés. Alors, ça peut changer. On sait très très bien qu'en termes de politique, vous le savez, on a des revirements. Alors, on pourrait prendre d'autres cas dans d'autres pays, notamment en France, où Macron, inconnu, devient président, etc. Enfin, la situation peut changer, mais réellement, est-ce que cette constitution, et j'adresse cette question peut-être au professeur Habib Kastarli directement pour prolonger ses interventions,
est-ce que cette constitution permettra justement de museler, pour aller dans votre sens, Sarah Kira, définitivement une opposition qui est pratiquement KO aujourd'hui, mais voilà, il y a une grande interrogation. Habib Kasdarli, qu'est-ce que vous en pensez? Merci tout d'abord pour ce débat qui intervient une semaine après, comme vous dites, puis la votation. C'est une votation, c'est un fait. Maintenant, nous sommes... il y a une nouvelle constitution. Bon, ça n'a pas été demandé, même la consultation qui a été faite au mois de mars n'a pas dégagé une majorité pour changer de constitution. Il y avait une certaine majorité où on avait ras-le-bol du système avec 3 présidents. Donc, c'est ça ce qui a été contesté, mais pas au-delà. Donc, alors, évidemment, cette constitution, c'est-à-dire comment l'apprécier, j'appartiens à un groupe politique que nous avons qualifié la veille pour dire que c'est dans toute l'histoire des constitutions tunisiennes, soit celle de 1861 ou bien de 1959 ou 2014, toutes ces constitutions, suite à des batailles, donc elles ont privilégié ou sont allées dans le sens d'un État civil, pas laïque, mais civil, pas totalement civil, mais en tout cas la tendance y était que l'État devienne le moteur de la société, c'est autour de lui que tout celle-là est rétrograde. La constitution pour laquelle il y a un vote, mais en même temps, comme ça a été dit, les chiffres montrent aussi, on n'a pas voté la constitution, mais on a voté contre, comme ça a été rappelé, donc on avait voté en 2011 contre l'ancien régime en allant vers le plus à droite possible pour dire pour qu'ils ne reviennent pas. On a fait un revirement en 2014 pour les libéraux, pour dire, parce qu'ils se sont présentés comme étant anti-islamistes, et aujourd'hui, depuis en 2019, l'émiettement ou bien ces forces-là qui n'ont pas donné les résultats escomptés ou bien n'ont pas tenu leurs promesses, on arrive au populisme. Donc, c'est un fait. 12 ans après, évidemment, pour ceux qui vivent en Tunisie, j'en fais partie, donc je n'ai jamais quitté un jour, donc on a un peu le sentiment qu'on a un peu marre. Donc, les gens vous disent, mais combien ça va durer? Déjà depuis en 2012, en 2013, je rappelle, lorsqu'il y avait les assassinats, etc., on disait, ça dure combien ça peut durer, etc. Ça dure. Regardez les autres pays, il n'y a pas de date. On ne peut pas dire, mais par rapport aux tâches, qu'est-ce qui a manqué à la Tunisie? Donc, je peux dire aujourd'hui, je ne peux pas dire, en historien et en homme politique, que la boucle est bouclée. Nous sommes encore dans la transition. Et donc, les islamistes ont pris le pouvoir, mais ils n'ont pas eu la majorité. Les libéraux ont pris le pouvoir, mais n'ont pas eu la majorité. Aujourd'hui, les chiffres que mes collègues et mes amis montrent, comme vous voulez qu'on puisse les lire, donc il a une majorité, 2600, mais le corps, c'est 9 millions. Donc, il a eu, les autres n'ont pas, ceux qui n'ont pas voté, ceux qui ont voté contre, donc, sont 4%, et ceux qui sont évalués à 21%. Donc, si on fait les comptes, on trouve ceux qui sont pour la Constitution et ceux qui sont contre, ils sont ex aequo. Donc, il y a la situation aujourd'hui se présente en Tunisie de la manière suivante, que c'est un moment juridico-politique. Donc, il faut analyser selon les rapports de force. Donc, aujourd'hui, l'État, tel que ça a été décrit, oui, mais les forces peuvent se retourner parce que ceux qui ont voté pour Nahda en 2011, une bonne partie par rapport à Ben Ali.
la même chose, donc ceux qui ont voté contre Nahda en 2014, donc c'était surtout pas d'accord avec Béjica et Tsipsi, mais elle était surtout contre Nahda. Donc il faut voir les choses dans leur double aspect, dans leur double configuration. Aujourd'hui, la chose qui est claire, c'est la division, ou bien nous sortons d'une campagne plus divisée que le lendemain de la campagne, nous sommes encore plus divisés que nous l'étions avant le 25 juillet. Et ça, c'est un facteur important à analyser. Et donc on parle de ce que compte faire le président, ce que compte ses lois, etc. Évidemment, toute la description, je ne vais pas revenir là-dessus, mais aussi les autres forces qui composent le paysage. Quels sont leurs devoirs qui incombent à ces forces-là? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour qu'ils puissent, évidemment, chercher des alliances, chercher des points communs, chercher pourquoi ils sont aujourd'hui ce qui est, c'est-à-dire, peut-être je fais la caricature, mais les opposants, même les historiens, ceux qui se réclament de ce que toute la Tunisie avait fait depuis l'indépendance, ils sont plus divisés que jamais. Donc on les voit, des fois ils soutiennent, des fois ils se retrouvent sur les mêmes positions que les islamistes. Certains partis, le parti d'historiens le plus fort aujourd'hui, dirigé par Mme Abir Moussi, il est pratiquement sur les mêmes positions de déni de tout ce qui se passe, comme les islamistes. Et sachez que les islamistes, nous avons devant nous une échéance au mois de décembre, ils peuvent changer de tactique. Jusque-là, ils disent que ma bunya ala batil fahuwa batil, mais dans la réalité, ils peuvent se présenter au cours des élections. Ils vont laisser tout le monde, beaucoup de gens, en hors-jeu. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui voir, c'est un moment d'une transition difficile, pénible, et la boucle n'est pas bouclée. Et les textes ne suffisent pas pour devant moi un ancien prisonnier politique, j'allais dire président, donc les textes de 1959 donc, n'ont pas empêché, les luttes n'ont pas empêché donc un développement intellectuel et culturel en Tunisie. Donc c'est vrai, les textes sont tout ce qui a été décrit, tout ce que Mme Grira montre, donc c'est un verrouillage terrible, surtout pour il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'est pas réglé au niveau des textes, mais le contre-pouvoir sera là par ces forces-là, qui sont forces sociales, forces intellectuelles, qui peuvent faire, la lutte peut faire le contre-pouvoir. Donc même dans les régimes qui peuvent être les plus totalitaires. Donc la lutte est là. C'est ce qui fera l'avenir. Je ne suis pas futuriste, mais je sais que cette Tunisie ne s'est pas tue. Donc même s'il y a un semblant évidemment, parce qu'on a marre des autres, bien on peut faire peur aux autres. Si vous votez non, vous allez nous faire revenir le nada, etc. Tout ça, c'est des trucs qui peuvent marcher pendant quelques mois, mais pas tout le temps. Donc voilà, l'avenir est entre les mains des Tunisiens, est encore entre les mains des Tunisiens. Ce sont les Tunisiens qui feront de cet avenir comment ils veulent en faire. Donc c'est ma contribution, donc en tant qu'universitaire, mais en tant que politique. La politique, c'est toujours ce que nous avons envie de faire, donc comment nous voulons, et surtout de la manière réaliste qui doit unir les gens sur le minimum possible, et non pas par rapport à un discours qui peut être vrai, mais au niveau de sa réalité, il n'est pas applicable. Donc la chance est encore entre les mains de Tunisiens pour faire de leur pays ce qu'ils veulent faire. Merci. Est-ce que, permettez-moi, mon professeur Habib Zoghli, est-ce que la diabolisation de Kais Saïd paraît pour des gens injustes? Diaboliser Kais Saïd en oubliant les méfaits de l'époque des islamistes, en oubliant les assassinats politiques, en oubliant l'infiltration de l'administration, en oubliant la destruction de l'État,
en oubliant la corruption protégée et parrainée par Nada. Est-ce que ce n'est pas injuste? L'homme a pu provoquer des dossiers de corruption, il a pu éliminer aussi la dominance de Nada, l'infiltration au sein de l'administration. Qu'est-ce que vous disiez, Sidi Habib? Surtout que vous étiez aussi part du pouvoir de coalition politique avec le PJ Khaït Sebzi à travers Samir Khattaïb, qui a été votre représentant en tant que ministre d'Agriculture. Qu'est-ce que vous disiez avec cette fameuse gouvernement d'Ichek de Youssef Chahed? Qu'est-ce que vous disiez, Sidi Habib? Je peux vous répondre que tout excès est insignifiant parce que, évidemment, il y a ceux qui diabolisent Kais Saïd, mais Kais Saïd vit aussi de la diabolisation des autres en disant que les années sombres, les 10 années sombres, évidemment, le bilan est catastrophique. De victimisation, hein, victimisation. Ça commence d'être victimisation. C'est-à-dire que c'est tout excès et il y a eu tout ce que vous dites pendant les années d'assassinat, etc., mais ça n'a pas empêché les Tunisiens, rappelez l'été 2013, 2 assassinats la même année, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des millions de personnes au Bardo dans un sitting qui a imposé à ce que même la Constitution elle-même du 1er juin, le draft du 1er juin 2013, qu'on avait présenté comme étant le meilleur du monde, a été mis à côté. Donc grâce à qui? Grâce à cette rue qui est capable de se mobiliser encore une fois. Donc aujourd'hui, évidemment, ce qui s'est passé le 25 juillet, il fallait en voyant ce cirque de parlement qu'on avait vécu en 2019-2020, il fallait que quelque chose se passe. On ne savait pas exactement qu'est-ce qui allait se passer, qui va faire le premier, donc, mais ça s'est passé. Donc, le drame, c'est que depuis le 26 juillet, donc c'est que les décisions prises n'ont pas été faites dans un consensus. Parce que aller vers une nouvelle constitution ou aller vers une nouvelle situation, comme l'a été rappelé au début, nécessite qu'il y ait un règlement, notamment en Tunisie, l'organisation qui joue un rôle primordial en tant qu'organisation sociale, mais aussi nationale, qui est le GTT, il faut dire qu'elle a été écartée ou bien n'a pas cru utile d'apporter sa contribution donc, à ce qui s'est passé. Donc, il y a une situation, évidemment, tout n'est pas noir, mais tout ce que fait le président, il doit être fait comme étant l'émanation d'un courant plus large, d'un consensus, comme ce fut le cas du dialogue national qui a été fait en 2013. Donc je ne diabolise personne, mais il s'agit ce sont des pages de notre histoire récente qu'il faut les lire, donc avec leurs aspects positifs et leurs aspects négatifs pour constituer l'avenir de demain. Il sera fait par rapport à ce que nous avons fait durant ces 12 années, enfin, 10 dernières années. Merci. Alors peut-être, docteur Dari, je vois Sarah qui voulait réagir parce qu'il y a encore... Et avant de passer la parole à Sarah Guerra, j'aimerais bien transmettre une question à notre professeur Mohamed Cherif Ferjani. Mohamed Cherif Ferjani, est-ce que cette comédie Kais Saïd contre Nahda, c'est la comédie de concurrence, c'est la comédie de concurrence et de la volonté de domination menée par les Qatariens contre les Émiratiens, les Saoudiens, et entre les deux camps, il y a le rôle égyptien joué sur la terre tunisienne. Il est où la souveraineté nationale, Mohamed Cherif Ferjani? Est-ce que je dois répondre ou je laisse la parole qui a été demandée par le modérateur à Madame Sarah Guerra? Allez-y, répondez, professeur Ferjani. En fait, je voulais juste faire une remarque par rapport à ce qui a été dit, donc si vous le permettez, si ça vient. Allez-y. Merci. Allez-y. Non, mais juste par rapport à
à la question que vous avez posée sur la diabolisation de Qais Saïed par rapport à est-ce qu'on ne le diabolise pas si on pense à ce qu'a fait Nada pendant les 10 dernières années, bah, en fait, il est juste en train de faire la même chose. Donc, je ne vois pas en quoi il serait illégitime ou abusif de le critiquer, puisqu'il est en train de faire exactement ce qu'on reprochait à Nada de faire pendant 10 ans. C'est-à-dire que vous parliez de la dislocation des institutions de l'État, bah, c'est exactement ce qu'il est en train de faire depuis septembre, en fait. Vous parlez de, je ne sais pas si on prend juste l'exemple de ce qu'a fait Nourdine Bahili avec la justice, avec l'institution judiciaire, avec le fait de démettre des juges, de nommer des juges qui lui étaient loyaux, bah, en fait, Qais Saïed a fait exactement la même chose. Et on sait tous que les juges qui ont été démis, certes, oui, il y avait des juges qui étaient corrompus, etc., comme lorsque Bahili a démis des juges, mais il y avait des juges qui ont été démis juste parce qu'ils n'allaient pas dans le sens de Qais Saïed. Donc, c'est juste, il refait la même chose, mais c'est juste que, et c'est justement tout le problème, en fait, c'est est-ce qu'on accepte finalement certaines choses, parce qu'en fait, on a l'impression quand même qu'il y a ce problème, c'est que parfois, ce ne sont pas des positions de principe et des positions vis-à-vis des personnes, c'est-à-dire qu'on refuse de la part des islamistes ce qu'on accepte de la part d'autres acteurs politiques. Oui, vous avez raison. De principe. Oui, vous avez raison. Et peut-être pour cela, il ne faut jamais oublier que Nada et aussi la base électorale de Monsef Marzouki, ils ont soutenu Qais Saïed. Entre autres, oui, monsieur. Oui, il y a d'autres personnes qui ont. Oui, constat historique. Oui, mais il y a d'autres personnes qui ont voté pour la continuité. Contre Nabil Qaroui, en fait. Oui, mais c'est la continuité. Il ne faut pas non plus tomber dans les raccourcis. Oui. Alors, professeur Farjani, à vous la parole avant de. Alors, s'il vous plaît. Rapidement, moi, je souscris à ce que vient de dire Sarah par rapport à la complexité de cette situation. Effectivement, Qais Saïed s'oppose aux islamistes, mais il fait passer ce que les islamistes n'ont pas réussi à faire passer. Profitant du ras-le-bol de la société tunisienne par rapport à ce qu'elle a vécu durant les 10 dernières années, parce que c'est ça, parce qu'il y a des gens qui ne se rappellent plus de ce qu'était Ben Ali, de ce qui se passait. C'est des vieux comme nous qui s'en rappellent, mais je suis d'accord avec Havem quand il dit on est revenu non seulement à ce qu'il y avait en 2011, mais même à ce qui est arrivé en 2002 et avant. C'est vrai, on est arrivé à cela avec quand même un bémol. La révolution a permis d'arracher des libertés et des espaces de contestation qui nous permettent aujourd'hui, quoi que fasse le pouvoir, de dénoncer les irrégularités et de dire la réalité des chiffres. Du temps de Ben Ali, personne ne dit combien de personnes ont participé au référendum de 2002 ou aux élections. On n'avait aucune mesure. Aujourd'hui, même Qais Saïed est obligé de reconnaître, elle-même a dit que Qais Saïed n'est pas satisfait du taux de participation à ce référendum qui quand même écorche la légitimité dont il se réclame. Le peuple, il parle au nom du peuple, mais quand on voit les chiffres avancés officiellement, je ne rentre pas dans les détails. Alors, est-ce que c'est la Constitution qui va déterminer l'avenir? Et là, je rejoins Habib quand il dit, surtout quand on sait qu'on a affaire à des constitutions qui ne constituent rien. Le pouvoir, la Constitution est censée lier le pouvoir avant de lier la société et les autres acteurs. La Constitution, elle constitue l'État avant tout. Elle constitue le pouvoir. C'est une limite à l'abus de pouvoir. Or, on sait que par rapport à la Constitution de 59 ou par rapport aux modifications de la Constitution sous Ben Ali ou par la suite, la Constitution, malheureusement, est une vitrine pour l'étranger plus quelque chose qui lie le pouvoir et la base d'un État de droit qui est fait avant tout contre le pouvoir. Il limite le pouvoir.
Et là, effectivement, Kais Saïd a franchi un pas dans le présidentialisme constitutionnalisé. Bourguiba n'a pas constitutionnalisé le présidentialisme à ce point, même quand il a modifié la Constitution pour devenir président à vie. Il n'a pas poussé les règles du jeu annoncées à ce point. Là, nous avons un président irresponsable. Irresponsable. C'est même un monarque il a tous les pouvoirs d'un président élu, mais il est irresponsable. Je crois que ça, c'est un précédent très grave. Mais j'aimerais bien rappeler que depuis 2019, personnellement, je travaille un peu sur la révolution conservatrice. J'ai lu un constitutionnaliste, le père du constitutionnalisme moderne, à savoir Carl Schmitt, qui a soutenu Mussolini en Italie, qui a soutenu Hitler en Allemagne et qui théorisait exactement, on revient au texte, c'est le Führer, c'est lui qui est la source de la loi et la garantie de la loi. Ce sont les décisions du Führer. Donc, c'est pas nouveau. On a essayé d'attirer l'attention sur cet aspect de Kais Saïd auquel personne Kais Saïd n'a aucune culture juridique et philosophique, il n'a pas lu Carl Schmitt, il ne peut pas. Il n'a rien inventé sur le plan théorique, il n'a rien inventé. Et donc, alors, on compare souvent ce que propose Kais Saïd sur le plan économique, social et politique à ce qu'a fait Kadhafi. Sauf que Kadhafi avait la rente du pétrole qui lui permettait de faire en sorte que tout le peuple libyen palabre dans les stades et dans les comités populaires. Il ne participe pas au travail parce que ceux qui travaillent, c'est les immigrés. La rente du pétrole lui permettait cela. Comme dans l'agora d'Athènes, les hommes libres pouvaient palabrer autant qu'ils voulaient. Ils avaient la production, c'est pas eux qui s'en occupent, c'est les esclaves, c'est les métèques, etc. Donc, je crois que c'est très important de garder ça à l'esprit. Moi, ce qui m'inquiète le plus pour les mois à venir, c'est vrai que l'attitude observée par rapport au référendum et à la consultation n'a pas empêché Kais Saïd d'aller jusqu'au bout de sa logique et de faire son référendum et sa constitution. Qu'en sera-t-il demain? Nous avons une échéance, les élections législatives. Habib Kazdar, il a dit, Nahda va prendre tout le monde, laisser tout le monde hors jeu et elle va participer. Je n'exclus pas cela. Je n'exclus même pas que des Nahdaouis voient d'un bon œil la constitution de Kais Saïd qui a réalisé ce que eux-mêmes n'ont pas réussi à réaliser. Mais les attitudes par rapport aux prochaines échéances électorales, comment se comporter, agir de façon à infléchir le cours des choses. Faut-il participer? Faut-il boycotter? Et si malgré cela, lui, il continue comme il l'a fait jusqu'à maintenant à aller vers la réalisation de son projet. Il a un projet. Moi, personnellement, je le dis depuis un an, il a son projet. Ce n'est pas vrai qu'il n'a pas de projet. Il a un projet. Et il a persévéré dans la voie vers la réalisation de ce projet. Il a attendu l'occasion du ras-le-bol du 25 juillet 2021 pour faire le pas et aller de l'avant. A-t-il des soutiens? Je ne suis pas dans le secret des palais et des chancelleries pour vous dire qui c'est qui le soutient dans cette aventure, parce que c'est une aventure. Quand on voit sur le plan économique et sur le plan social, les gens s'enthousiasment, mais ça commence déjà. Aujourd'hui même, les sit-iners ont coupé la voie ferrée qui a permis de reprendre l'activité de production du phosphate et son acheminement vers les usines et vers les ports pour l'exporter. Aujourd'hui même, ce sont les mêmes gens qui
2008, le bassin minier, ce sont les mêmes gens qui se sont opposés à Ben Ali, se sont opposés à Nahda, se sont opposés à tous les gouvernements, et aujourd'hui, eux-mêmes, ils reprennent parce que ce n'est pas la Constitution qui va répondre à leurs besoins de manger, et d'avoir de quoi vivre. Et c'est cela aujourd'hui qui attend Kais Saïd. Kais Saïd, maintenant, il n'a plus le prétexte qu'on m'a empêché. Nahda disait qu'elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait parce qu'elle n'a pas gouverné toute seule, ce qui est un grand mensonge. Il avait les leviers du pouvoir et il arrivait à faire ce qu'il voulait. Sarah a rappelé ce qu'a fait Nourdine El-Beiri, mais au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau des administrations, et le chantage qu'il faisait aux hommes d'affaires, tout le monde, ces personnes n'est dupe donc du discours de Nahda. Alors, très important de dire aujourd'hui, effectivement, moi, j'ai vu la déclaration du groupe auquel appartient Habib Kazdaghli et d'autres déclarations par rapport à ces interventions étrangères. La seule force qui salue ces interventions étrangères aujourd'hui, c'est Nahda. Elle continue à s'enterrer elle-même, Nahda, avec ce genre d'opposition. Et ce n'est pas par démagogie qu'il faut dénoncer cela, c'est parce qu'on a vu ce que ça donne en Irak, ce que ça a donné en Syrie, ce que ça a donné en Afghanistan. Partout où ils interviennent, ils favorisent le scénario contre lequel ils se positionnent, soi-disant, en termes, parce que la démocratie, ils ne la voient pas en Arabie Saoudite, quand il s'agit de l'Arabie Saoudite. La démocratie, comme l'a dit Sarah, on ne s'en est pas rappelé du temps de Ben Ali. On ne l'a pas mis en avant. Ben Ali, c'était le bon élève. Et Nahda, c'était le bon élève. On ne s'est pas préoccupé des assassinats politiques et des atteintes aux libertés, aux droits, ni sous Ben Ali, ni sous Nahda. Et ce qui les gêne chez Kais Saïd, ce n'est pas ces manquements à la démocratie. Regardez la place, c'est plutôt leurs intérêts qui les intéressent. Et nous avons intérêt aujourd'hui, comme j'ai dit, et là j'insiste là-dessus, si on veut défendre la démocratie, il faut défendre une démocratie qui n'exclut personne. Et les grandes puissances européennes comme les États-Unis n'ont jamais défendu la démocratie pour tous. Au contraire, la colonisation a été réservée, la démocratie aux métropolitains dans les colonies et l'exclusion des indigènes. La démocratie athénienne, c'était sur le dos des esclaves et des métèques et des femmes. La démocratie aujourd'hui, et puis quand on nous dit, parle aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est tout à l'heure qui a parlé de laïciste, un populisme laïciste. Les néoconservateurs aux États-Unis d'Amérique sont laïcistes. De quel laïcisme vous parlez? Le Front National en France a toujours été contre la laïcité, seulement il a changé son fusil d'épaule quand la laïcité est devenue un motif d'exclure les musulmans. Elle est devenue un mobile d'islamophobie. Arrêtons ce discours. Les populismes sont conservateurs, ils sont identitaires, ils sont xénophobes avant tout. La laïcité, elle est travestie quand elle est instrumentalisée. C'est comme les droits humains instrumentalisés en Irak, instrumentalisés en Afghanistan, instrumentalisés pour ouvrir les interventions criminelles des États-Unis d'Amérique et des grandes puissances. C'est cela qui fait aujourd'hui, comme je l'ai dit, pas seulement en Tunisie, partout aujourd'hui, les gens préfèrent voter ou donner leur voix, soutenir des juntes militaires et se tourner vers l'intervention russe en Afrique subsaharienne à travers les mercenaires de Wagner, plutôt que de continuer à soutenir ce discours hypocrite sur la démocratie et les droits humains. Merci, Cherif Farjani. Avant de céder la parole à notre ami de l'Alliance des citoyens contre le refus de la concession représentée par le Dr Montassar Zardoud et à notre cher ami aussi, les camarades Jean
j'aimerais bien vous adresser ces questions. Est-ce que Hadami Mahjoub et Sarah Guerrera, des gens qui vous posent la question, est-ce que la constitution de Qais Saïd a été critiquée principalement à propos de renforcement des pouvoirs et des attributions du président? Est-ce que l'expérience de Béji Qaïd Sebsi, la marginalisation de Béji Qaïd Sebsi à travers Youssef Chahel, qui a été une création de Béji Qaïd Sebsi, et puis la marginalisation aussi de Qais Saïd à travers son apprenti, Hichem Michichi, qui est des gens inconnus, ont montré la nécessité et l'obligation de renforcer le système présidentiel pour éviter le blocage incessionnel. Avant ça, j'aimerais bien céder la parole à Dr. Sibou, si vous permettez, à notre ami Montasser Zardoud de l'université de Sultan de l'Arabie Saoudite, et puis vous pouvez répondre. C'est à vous, s'il vous plaît. Alors, peut-être, vous aviez posé, docteur Dari, deux questions, enfin, une question imbriquée par une autre question à Sarah Guerrera et à Hadami Mahjoub. Alors, est-ce que vous préférez qu'elle réponde d'abord avant que je suis en train de jouer le pont entre les participants et les intervenants. Je transmets les questions, mais d'abord, on cède la parole. Je préfère qu'on cède la parole à Montasser Zardoud, si vous permettez, et puis on revient pour répondre. Très bien. Bonsoir tout le monde. Nous arrivons ici à discuter un sujet très intéressant, très important sur certains pour les Tunisiens aujourd'hui, qui viennent de sortir d'un référendum un quart, trois quarts à peu près. Un quart qui ont participé, trois quarts ont boycotté. Bon, à mon avis, ces référendums, ce n'est que la clé cédée par le peuple à Qais Saïd pour monter finalement son projet. Qais Saïd, c'est un homme, c'est un monsieur, ce monsieur est venu, n'est pas aujourd'hui. Je crois qu'il a déjà commencé vers 2013, au début de cette décennie 2011-2021, Qais Saïd s'est affiché le jour de l'assassinat du martyr Mohamed Ibrahim, Allah yarhamou, s'est affiché ce jour-ci en public en disant que les partis dégagent pour les partis, en disant dégage pour les partis. Bon, beaucoup de gens ont entendu ce discours. C'est un discours réellement, c'est un discours d'exclusion. Parce que devant, en fait, une situation pareille, le jour de l'assassinat, nous devons attendre. C'était, je crois, la deuxième, après le choc révélé. Allah yarhamou. Nous devons attendre et voir les choses de véritables entre les mains de spécialistes, qu'ils soient du ministère de l'Intérieur ou du juriste, pour enfin déclarer sur l'assassinat. Mais Qais Saïd a directement attaqué les partis en les demandant dégage. Ok. Réellement, Qais Saïd, beaucoup de gens croient que le jour où s'est présenté pour les présidentielles, c'était juste un hasard ou par hasard, mais c'était bien étudié. Et Qais Saïd a déjà essayé en 2014, je crois, de se présenter et il a essayé de collecter à peu près 19 000, ce que Qais Saïd a dit. Hein. Ce n'est pas moi qui a dit ça, mais Qais Saïd a déjà dit ça. Et il a essayé de collecter des voix pour être sûr qu'il va dépasser les élections, mais enfin, il a renoncé
pour reprendre ça en 2019. Bon, en 2019, Kais Saïd, il a su profiter l'occasion, le peuple déjà sous une situation de choc devant les Baji Qaïd Sibsi, Allah yarhamou, vient de quitter la vie, les pays et la vie. Donc, le peuple devant le choc et les partis généralement n'ont pas bien rendu service au peuple. Donc, c'était bien le moment pour qu'il se présente. Il s'est présenté et enfin, il l'a pris. À cause de Nahda, sur certains, pour moi, à cause du parti Nahda. Parce que sans Nahda, je suis sûr et certain, Kais n'aurait pas pu accéder au pouvoir. La Nahda, ce n'est pas uniquement un ensemble de voix qui tournent autour à peu près 600 000 ou 700 000. Mais la Nahda, c'est, comme disaient les Tunisiens, la Nahda, c'est parachoc. C'est parachoc à peu près 300 400 000 et plus d'autres qui obligatoirement se sont impliqués dans le chemin de la Nahda, même s'ils sont indépendants. Mais honnêtement, Kais n'aurait pu accéder au pouvoir sans la Nahda. Okay? Mais je ne veux pas dire ici que la Nahda a bien rendu service au peuple tunisien, mais au contraire. Honnêtement, Kais est venu avec un projet, si Ferjani a dit ça, un grand projet. Le projet de Kais Saïd, c'est ce qu'on appelle le socialisme anarchique, c'est bien ça, anarchiste. Le socialisme anarchiste, l'Ishtirakiya al-Fawdawiya, qui a été déjà essayé par Gaddafi, Allah yarhamou, et qui n'a atteint aucun niveau de succès, sauf la destruction de la Libye. Enfin, nous sommes devant un pays vraiment catastrophique. Aujourd'hui, la Libye, aucun autre pays estime ou souhaite être dans cette situation. C'est le résultat du socialisme anarchiste. Kais voudrait prendre le pays, tout le peuple dans ce sens. Et il a déjà déclaré ça sur le plan économique et sur le plan politique. Sur le plan économique, honnêtement, je juge très mal Kais Saïd. Kais Saïd n'a rien fait, honnêtement. Nous sommes devant une dette publique de 45 milliards de dollars, devant un budget qui ne dépasse pas 18 milliards de dollars. Donc, c'est presque 3 fois aujourd'hui. Et il s'attend, Kais Saïd, aujourd'hui, de se présenter candidat à notre prêt de la Banque mondiale, environ de 4 milliards de dollars. Mais les USA doivent donner son accord. Il a oublié aujourd'hui ça. Et il vient d'inviter, je crois, l'ambassadeur de l'Amérique, des USA aujourd'hui, à cause de ces déclarations. Les déclarations n'étaient pas des déclarations publiques, c'était des déclarations devant le Congrès pour qu'ils puissent obtenir leur accord pour venir en Tunisie. C'est une affaire interne pour les USA. Alors, Kais vient de l'inviter à travers son ministre des Affaires étrangères. Donc, ça, c'est une erreur, déjà, politique, avec un pays vraiment en état très difficile. Et j'étais en Tunisie, ça fait 2 semaines, en état très difficile. On n'a jamais vu un état économique du pays pareil. Même dans les années difficiles de Bourguiba, Allah yarhamou, à la fin de sa présidence, Ben Ali aussi, on n'a jamais vu cette situation de difficulté économique pour le peuple tunisien.
avec des prix trop élevés comparés à des salaires trop réduits. Alors, justement, voilà. docteur Zardoud, pour Oui, conclure, oui. s'il vous plaît, Oui, une minute. je devrais Il faut conclure, s'il vous plaît. conclure rapidement. Alors, pour moi, Une minute. Merci. je voulais être ici pour faire une projection vers l'avenir, surtout ça. Hein? Dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Okay? D'ailleurs, c'était le titre, okay, de notre rencontre électronique. Dans les prochains à venir, nous devrons se préparer aux élections électorales. Les gens posent la question, est-ce que la loi électorale est là ou non? Pas encore. Comme d'habitude, Qaïs, à huis clos, il va écrire cette loi, comme il a fait pour la Constitution. Il a épuisé la Constitution proposée par la Commission, désignée par lui-même, pour accepter, pour présenter sa version. De la même manière, ça va se présenter les choses. Donc, la loi électorale attendue, je crois, pour moi, c'est la belle occasion de Qaïs pour monter définitivement son projet. Son projet, essentiellement, c'est exclure, écarter les partis. Comment écarter les partis? Il va écrire dans cette loi que, comme il a dit, que toute personne doit se présenter comme candidat individuellement. C'est-à-dire, il va écarter les partis. Qu'est-ce qui se passe-t-il alors pour les choses? Comme vous l'avez déjà dit, la Nahda peut-être va présenter les candidatures de ses représentants, mais individuels. Par la suite, et d'autres partis peut-être. Par la suite, nous serons dans la situation qui était avant 25 juillet 2021, la situation du conflit dans l'Assemblée générale. Ça, c'est grave qui va se passer. Donc, à mon avis, très bien, docteur Zardoud. Définitivement, voilà. Merci beaucoup. L'idée est bien reçue de toute manière. Merci beaucoup de m'avoir permis cette participation. Mes remerciements aussi s'adressent à docteur Abdi. Merci. Je vous en prie. Alors, je voyais docteur Falchani, professeur Falchani, qui souhaitait prendre la parole rapidement, mais oui, très bien. Mais je rends la parole à Hadami Mahjoub depuis longtemps pour pouvoir réagir à beaucoup de choses, et puis par la suite, probablement, Sarah Guerra et professeur Habib Kastarli. À vous la parole, Hadami Mahjoub. Moi, je dirais pour rejoindre le docteur Zardoud, que le danger, justement, le danger éminent, c'est ce projet-là, c'est ce projet qui était en catimini pour les Tunisiens. Parce que quand il s'est présenté en 2019, il a dit qu'il n'avait pas de projet. Et ce projet, aujourd'hui, il est clair, c'est un socialisme anarchiste qui va détruire le tissu social tunisien. Mais j'ajouterais que la Libye était un pays très riche en pétrole. C'est un pays qui a le pétrole, la qualité du pétrole, du meilleur pétrole au monde, de point de vue qualité. Et avec ça, c'est un pays qui a été détruit. Donc, imaginez la Tunisie qui n'a pas vraiment de richesse naturelle. Et donc, c'est vraiment un problème. Je ne suis pas pessimiste. J'essaie de faire un peu ce qu'on appelle le pessimisme de la raison, mais ça ne m'empêche pas d'être optimiste par ma volonté. Et je dirais aussi par rapport, je rebondis par rapport à ce que dit Madame Sarah Guerra, que ce n'est même pourquoi moi j'ai parlé de cette constitution et des dangers de cette constitution, parce que cette constitution, elle est vraiment dangereuse. Il ne s'agit pas d'un régime présidentialiste, parce que le régime présidentialiste, c'est un régime présidentiel qui dérive vers le présidentialisme. C'est comme un peu ce qui s'est passé avec Bourguiba, Ben Ali, avec beaucoup d'autres. Mais déjà là, on est avec cette constitution, on est dans la dictature. Il faut appeler les choses par leur nom. Je vous dirai autre chose. Vous parlez de loi.
et des lois qui vont être écrites après la Constitution. Vous savez que de point de vue de droit, la Constitution, elle a une position suprême par rapport aux lois. On va mesurer les lois par rapport à cette Constitution. Donc déjà, si on connaît, moi personnellement, je connais Aïssa Saïd, je connais que c'est quelqu'un c'est un conservateur et je dirais il faut jamais oublier que Aïssa Saïd, il ne faut pas que notre mémoire soit courte, c'est le candidat de Nahda, mais ils ont un problème de pouvoir entre eux. C'est un rapport de force et de pouvoir entre eux. Ils ne voulaient pas se limiter aux prérogatives de la Constitution de 2014. Mais la Constitution de 2014, ce n'est pas la Constitution uniquement de Nahda, ce n'est pas vrai, c'est une erreur. La Constitution de 2014, tous les Tunisiens ont mené, M. Kazdarli est là, il était parmi ces gens-là, nous nous sommes battus pour qu'il y ait des libertés dans cette Constitution. Entre ces libertés, c'est le contre-pouvoir aussi. Le contre-pouvoir était là. Par exemple, je vous donne un exemple, le comité de finances au Parlement, il était obligatoirement donné à l'opposition. Le rapporteur du comité des affaires étrangères, il est donné nécessairement à l'opposition. Donc, il y a dans cette constitution beaucoup d'avantages dans la constitution de 2014. Et ce n'est pas parce que Nahda, elle en a fait un mauvais usage qu'on doit tout détruire. Moi, pourquoi il n'a pas changé, par exemple, la première partie concernant le système de gouvernement? On passe d'un régime parlementaire à un régime présidentiel, mais il a voulu tout changer. Et en changeant toute cette constitution, c'est toute la société qu'il veut changer. Je ne veux pas rentrer dans la religion, dans le qasd de sharia et tout ça, c'est tout un autre chantier. Ça mérite même tout un séminaire, tout un webinaire, docteur Boumediene Ben Yahya, ce qu'il a mis dans la Constitution. Mais on va vraiment dans une dictature. Déjà, moi, je vous dirais que depuis les gens qui ont protesté contre la Constitution, contre l'instauration de cette Constitution, déjà, il n'avait pas cette Constitution, le président, et c'est-à-dire il a répondu aux manifestations, que ce soit celles du PDL, du Parti d'Estouria ou des autres partis qui s'opposaient à cette Constitution par le gaz et par la matraque et par la police. Et je vous dirais même que le secrétaire général du syndicat des journalistes, il a été abattu. Et ça, c'est avant qu'il n'y ait tous ces pouvoirs. Donc, je ne sais pas, moi, gouverner, c'est prévoir. On va vers une dictature, c'est un fait. Il est toujours vivant, Madijla. Il n'a pas été abattu. Oui, fort heureusement. Mais il a été abattu. Non, mais abattu, ça veut dire tuer quelqu'un. Hein, donc, Ah, abattu. Moi, pour moi, je suis toujours avec les droits, donc, oui, battu plutôt, entre abattre et battre. Il a été cassé, en fait. Oui, il a été battu, fort heureusement. Je m'excuse, mais là, si vous êtes à l'écoute. Donc, il y a tous les ingrédients d'une dictature. Et je pense que le peuple tunisien, ceux qui ont voté pour le oui, je le répète, je l'ai dit dans mon intervention, ils n'ont pas voté, c'est un vote sanction. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est des enquêtes, c'est des interviews, des gens qui ont été interviewés, des gens qui s'en foutent éperdument de Aïssa Saïd et vous disent c'est par pique pour Nahda. Et donc, pour moi, un vote sanction, ça ne marchera pas beaucoup comme cette constitution. Et il y a encore une crise, il y a la division de la société. Autre chose, le président Aïssa Saïd, moi je ne le diabolise pas, mais vous ne vivez pas en Tunisie, vous ne savez pas ce qu'on a vécu cette année. Eh bien, il nous annonce ces mesures vers minuit et il annonce ces mesures à partir du ministère de l'Intérieur
il nous raconte tout le temps, il divise le peuple. Il parle toujours, il y a toujours une division. Est-ce que vous avez vu mais la modification, la prise des positions, des initiatives législatives à minuit, c'est la doctrine de Nahda. Il ne faut jamais oublier que Nahda, ils ont confirmé l'indemnisation de militantisme, entre parenthèses, nahdaouiste, à 1h du matin, avec 10 députés seulement. Oui, mais c'est ce que... qui a causé 10 milliards et 10 milliards de pertes au budget de l'État. Mais c'est ce que je veux vous dire, c'est que c'est une continuité à Nahda. Oui. Et c'est peut-être pire que Nahda. Oui. Parce que Nahda, au moins, elle avait ce dialogue... disons, c'est clair. Voilà, un double langage. Moi, je pense que nous sommes, on va connaître une grande crise et cette constitution annonce une crise sociale avec ce qui se passe économiquement. Mais j'espère toujours, parce que je ne veux pas terminer sur une note négative, que les Tunisiens vont se rendre compte et les forces de l'opposition vont se réunir autour d'un projet et autour d'une fin de crise, je l'espère. C'est bien compris, c'est la comparaison impossible entre l'enfer et la peste. On termine avec 2 minutes pour chaque intervenant, si vous permettez. Est-ce que vous... Je peux répondre quand même parce que je crois que la question a été posée à nous deux. Oui, permettez-moi, Sarah, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? En 2 minutes, avant ça, Sarah, vous pouvez répondre. Alors, plusieurs points. D'abord, pour Mme Khademi Marjoub qui dit ce n'est pas une constitution présidentialiste et une dictature, pardon, mais il n'y a pas d'opposition, madame, entre une constitution présidentialiste et une dictature, surtout quand on précise qu'il n'y avait pas, et c'est ce que j'ai fait, qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, parce qu'on peut effectivement avoir une constitution ou un régime présidentiel. Il y en a peu d'ailleurs dans le monde, ils ne sont pas légion, comme les États-Unis, où il y a le Congrès américain qui est ou la Cour suprême qui sont des contre-pouvoirs. Kais Saïed, candidat de Nahda, je crois qu'il faut quand même distinguer le fait qu'un parti soutienne un candidat et le fait qu'un candidat soit celui d'un parti. Et c'est très différent, en fait. Le fait que Nahda ait apporté son soutien dans l'entre-deux tours à Kais Saïed ne veut pas dire que Kais Saïed est le candidat de Nahda, et c'est quand même un raccourci. Voilà, même si, certes, c'est quelqu'un de conservateur, mais ça n'en fait pas pour autant le candidat de Nahda, et en plus, il y a quand même, on voit bien, une opposition entre les deux. Vous ne vivez pas en Tunisie, alors c'est quand même... Non, c'est pas méchant, hein. Non, parce que c'est pas une question de méchant ou pas, c'est quand même un argument qui revient souvent, une phrase qu'on entend souvent. Ça fait quand même, il n'y a pas des citoyens de premier et de second degré où il y a ceux... Non, pas du tout. Oui, mais en fait, Kais Saïed qui fait ses interventions depuis le ministère de l'Intérieur à minuit, on a tous Facebook et on peut tous regarder ça en direct, qu'on soit à Tunis, au Groenland ou ailleurs. Oui, voilà. Oui. Ça ne change absolument rien. Pour la réponse, la question qui a été posée tout à l'heure sur est-ce que c'est ce qui s'est passé pendant les 10 dernières années avec des oppositions, etc., qui mène à un régime présidentialiste ou qui encourage à avoir un régime présidentiel ou présidentialiste dans les faits, dans la Constitution, je pense qu'en fait, il faut distinguer 2 choses, c'est-à-dire les motivations de Kais Saïed pour lesquelles il met en place ce texte-là et ce pouvoir-là pour s'accaparer en fait tous les pouvoirs, et le fait qu'une partie de la population, adhère à cela. Et effectivement, je pense qu'il y a de cela, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une image d'effritement par rapport au centre de prise de décision, et il y a cette volonté, parce qu'il faut placer les choses malheureusement dans leur contexte historique et politique, c'est-à-dire que
quand on est passé par deux régimes autoritaires paternalistes qui sont ceux de Bourguiba et de Ben Ali, ce sont des régimes qui ont tellement imprégné la vie politique tunisienne et la vie sociale tunisienne que finalement, tous les chefs de parti ou d'organisation sont des Bourguibas en puissance qui veulent tous garder le pouvoir à vie, et ça va de Nourdine Taboubi à Rachel Ghannouchi. Donc, enfin, voilà, c'est une certaine culture politique de croire à l'homme providentiel qui va sauver la situation, etc. Et donc, malheureusement, ça donne lieu à ce genre d'adhésion. Donc oui, on peut entendre ça. Juste une remarque par rapport à ce qui a été, à une remarque, enfin une idée qui a été esquissée tout à l'heure sur le fait que la Tunisie est devenue en fait la scène d'affrontement de puissances du Golfe entre le Qatar, les Émirats, enfin le Qatar qui soutiendrait Nahda d'un côté et Qais Saïed qui serait soutenu par les Émirats et l'Arabie Saoudite de l'autre. Alors, ça a été très vrai l'année dernière. Il faut juste tenir, je pense, prendre en considération quelque chose sur le plan géopolitique, c'est que on n'en est plus autant des alliances fermes et immuables, en fait. Les alliances changent et changent selon les intérêts. Et je pense justement que la crise du Golfe est la conclusion, plus ou moins conclusion qu'il y a eu de cette crise en 2021, laisse justement, en fait, ou montre justement qu'il n'y a pas de prise de position ad vitam aeternam, en fait. Les choses changent et justement, en fait, le Qatar qui soutenait Nahda, le prince du Qatar, il y a 2 mois, je crois, quand il était au Caire, il a reconnu le 30 juin 2013 comme une révolution. Hein, le coup d'État de Sisi est devenu une révolution. On parle quand même du Qatar et d'un coup d'État qui a tué plus de 600 manifestants, dont beaucoup de soutien des frères musulmans et de nombreux membres des frères musulmans. Pareil, en fait, c'était juste au lendemain du 25 juillet 2021, il y avait eu un texte assez long de Azmi Bchara, donc, qui est une sorte d'éminence grise du prince du Qatar, de l'émir du Qatar, qui en fait rendait Rachel Ghannouchi responsable de la situation à laquelle, dans laquelle se trouve la Tunisie par son incapacité en fait d'avoir une vraie vision politique, de s'y tenir, etc. Donc là-dessus, je pense qu'il faut. Et pareil, côté de dire les Émirats et l'Arabie Saoudite, ce n'est pas un bloc non plus. Ils ne sont pas d'accord. On l'a bien vu avec la crise du Yémen, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde sur tous les sujets concernant la région. Ils sont en concurrence sur certains sujets. Donc, je pense qu'il faut relativiser ça, même s'il y a un fait, c'est que l'Arabie Saoudite soutient toujours beaucoup Qais Saïed, et ça se voit rien qu'en regardant, en suivant les programmes de la chaîne Al-Arabiya. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, Sarah, sur l'espoir et le désespoir en 30 secondes avant de donner... Et dommage, permettez-moi, je suis triste. Permettez-moi d'exprimer ça devant mes professeurs Ferjani et mon professeur Habib Ghazali, que des mercenaires comme Azmi Bchara donnent des évaluations, des réflexions à propos de la politique tunisienne. Je suis triste, vraiment. C'est à vous. Il y a des mercenaires partout. Hein. Après, oui. Voilà, Jacques Attali aussi est un mercenaire dans son genre, je veux dire. Il y a quand même pire comme intellectuel, je pense, sur la scène arabe, encore Azmi Bchara. Donc, voilà, on peut avoir légitimement des réserves sur ses positions politiques les dernières années. De là à remettre en cause quand même ces analyses. Et de toute façon, voilà, l'exemple était, c'est débattant pour ses positions politiques qui sont tout à fait critiquables, mais plus par rapport au fait justement de dire que, encore une fois, c'est l'éminence grise de l'émir du Qatar, donc on sait quelle a été la politique du Qatar par rapport aux frères musulmans depuis 2011, que lui en vienne à critiquer Rachel Ghannouchi, et ça en dit long sur la position du Qatar aujourd'hui par rapport aux frères musulmans, et pareil pour la Turquie, en fait, qui aussi resserre les vannes par rapport aux frères musulmans. En 30 secondes pour optimisme, pessimisme, je n'ai pas de boule de cristal, mais personnellement, je ne suis pas du tout. Et enfin, ce n'est pas mon rôle, mais voilà, c'est juste un sentiment personnel. Je ne vois pas de quoi être optimiste, en fait. Alors, on parle des élections. Déjà, on n'a pas la loi électorale sous les yeux. On ne sait pas ce que ça va donner. Un élément important, les projections, les sondages depuis 2019, jusque-là, ont été assez justes. Et les
sondage, en fait, avant le 25 juillet 2021 et après le 25 juillet 2021, prédisait qu'en cas d'élection, quelle que soit la nature de l'élection, ce serait 70 à 75% d'abstention, c'est ce qu'on vient d'avoir. Ce serait Kais Saïed largement vainqueur en cas de présidentielle, c'est sous une autre forme ce qu'on vient d'avoir. Ce serait Abir Moussi en cas de législative. Oh, la dictature avec la contre-révolution, non, il n'y a pas de quoi être optimiste personnellement. Voilà. Merci beaucoup. Le docteur Habib Kasdarli, peut-être une réaction brève en 2 minutes et par rapport à cette note d'espoir, désespoir, pessimisme, optimisme de l'avenir de la Tunisie. Je remercie tous les intervenants. Donc, chacun a éclairé, fait un regard à partir de la position ou bien c'est normal, mais l'essentiel que je maintiens que nous sommes toujours dans cette phase de transition avec ces moments de grandeur et aussi ces moments de faiblesse difficiles, mais l'essentiel que le facteur, évidemment, il n'y a pas de contre-pouvoir dans la Constitution, mais le contre-pouvoir, je suis optimiste qu'il est là et qui tient aux Tunisiens qui ne manqueront pas de réagir comme ils ont réagi. Ils ont réagi à tous les déboires, à tous ceux qui ont voulu faire autrement de l'avenir de la Tunisie. Donc, je suis optimiste donc, dans nos capacités de Tunisiens, au-delà, donc, qu'ils soient en Tunisie, qu'ils soient ailleurs, c'est secondaire tout ça. Donc, mais cette volonté, elle sera là, et elle est là déjà, elle s'exprime. Donc, il n'y aura pas de. Donc, pour celui qui voudrait nous, c'est-à-dire nous ligoter, elle nous garantit des moments pénibles et difficiles. En tout cas, la Tunisie sera là. Voilà. Je suis optimiste. Je suis optimiste malgré tout ce qu'on peut vivre par moments de difficultés. Voilà. Merci infiniment, docteur professeur Cherif Ferjani. Peut-être à vous aussi le mot de la fin par rapport à cette question. Vous pouvez décocher votre micro pour pouvoir vous exprimer. Optimisme, pessimisme. Écoutez, à court terme, je suis pessimiste. Je ne vois pas les rapports de force changer d'ici les prochaines élections législatives. Et on verra, et aussi, je fais confiance à Kais Saïed pour nous sortir une loi électorale à l'image de ce qu'il a fait jusqu'ici. Mais à long terme, je suis optimiste. Et je suis optimiste, pas seulement pour la Tunisie, mais pour tous les pays qui connaissent ce que j'ai dit. La Tunisie n'a rien d'exceptionnel. Ce que nous vivons en Tunisie, c'est à l'image de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et cette vague de populisme conservateur, xénophobe, identitaire, qui va des néoconservateurs aux États-Unis et au Tea Party aux États-Unis, à Zemmour et Le Pen en France, et aux mouvements qui en Inde, qui sont tous de même nature, sauf que le paramètre il change. Les paramètres identitaires changent forcément parce que les cultures ne sont pas les mêmes. Je crois que l'humanité n'est pas condamnée à aller à la guerre de tous contre tous et au clash des civilisations que nous prédisait Samuel Antoine. Merci infiniment. Alors, je remercie tout le monde. Peut-être, Hadamé Mahjou, vous l'avez dit, vous avez une réticence par rapport à… Moi, je dirais qu'on est optimiste en Tunisie grâce aux femmes. Grâce aux femmes. Donc, une note de féminisme à la fin les femmes vont se battre. À la fin de cette conférence, on vous remercie infiniment à tous les intervenantes, intervenants. Merci, docteur, tous les docteurs. Merci, docteur Dari, aussi pour l'organisation de cette conférence. Monsieur Boumediene, avant de conclure, je voudrais dire un mot, s'il vous plaît. C'est possible?
Oui, 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 oui. Oui, Voilà. allez-y. Optimiste ou pessimiste? Voilà, et pessimiste pour ce qui devient la Tunisie aujourd'hui. Nous sommes en face d'un pays trop endetté économiquement. Nous sommes en face d'un peuple divisé. Nous sommes en face aussi d'un président qui est dans le chaos complètement. Il est le président, mais sa politique, c'est trop chaotique. Okay? Voilà, pessimiste pour notre peuple, pour cette culture de démocratie et ces niveaux très élevés que j'apprécie très bien aujourd'hui de dialogue qu'on ne trouve pas sur les pages de Facebook. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous, Dr Dari. Je vous remercie, je n'ai rien à ajouter. Je vous remercie Sarah Grira, Hadim Mahjoub, Dr Habib Kazoghli, professeur Ferjani pour votre disponibilité, pour l'acceptation de l'invitation. Je vous remercie, je vous laisse entre l'espoir pour une autre Tunisie et entre aussi l'amour de la Tunisie. Merci infiniment et au revoir. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir.